Au beau milieu des champs, à 20 km au nord de Paris, voici Daumont, 15 000 habitants. Ses petits commerces et ses pavillons, une petite ville a priori tranquille. Sauf qu'ici, depuis des mois, un trafic de drogue sévit dans cette cité proche du centre-ville. Pour y mettre un terme ce matin-là, les gendarmes préparent une opération coup de poing. C'est un lieu où il y a trafic de stupéfiants sur trafic de stupéfiants. On a fait maintes interpellations, maintes opérations et ça reste permanent, quoi. L'opération a été minutieusement préparée. Sur ces plans, la cité a été décortiquée en détail pour permettre de boucler le quartier. On a décidé donc de faire une sorte d'OAD avec un bouclage, interpellation des individus en possession de stupes et d'argent, et de fouiller tous les bâtiments et les communs et les extérieurs avec l'autorisation permanente du bailleur. Leur cible, une dizaine de dealers. Ils auraient transformé leur cité en supermarché de la drogue, y entraînant une insécurité permanente. C'est le commandant Blum, le numéro 2 de la compagnie de Montmorency, qui supervise l'opération. Le top départ est donné. Plus d'une trentaine d'hommes se mettent en route. Nom de code de l'opération, Roi des stupes. De Charlie Montmorency, début opération Roi des stupes. Vous m'entendez? Soudain, un imprévu menace de tout faire capoter. Il y a un souci de radio? Oui, ça arrive. En fait, il y a toujours des zones, surtout quand on est près des lignes de tension et des gares. Et malheureusement, là, le psy, qui est élément d'intervention, ne capte pas la radio. Donc ça, c'est toujours les petits trucs de dernière minute? C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut planifier, mais pas dans l'excès. Il faut être capable d'être réactif et c'est surtout ça qui compte. La communication est brouillée. Les véhicules à l'arrêt, à seulement une centaine de mètres de la cité. Il faut agir vite pour ne pas se faire repérer. Du coup, le commandant donne son feu vert par téléphone. Ouais, c'est reçu, on l'interceptera en se déplaçant. On peut y aller en déclenchant. Trop tard, les gendarmes ont été repérés. Ah, direction bar, fuite direction bar. Les suspects identifiés après des mois de planque sont sur le point de s'enfuir. Mais le commandant Blum aperçoit l'un d'entre eux, ici à droite. Il faut l'arrêter, le mec derrière. Le type a cagassé trop, je veux le contrôler tout de suite. Celui qui est passé à côté de nous. L'individu serait un des guetteurs de la cité. Restez tranquille, vous êtes comme ça, vous m'avez peur. L'homme est agressif, mais il se laisse interpeller. Il y a eu une infraction qui a été commise là. C'est un amende et tout. C'est une procédure normale. Restez ferme, ça se passera très bien. Si ce premier suspect est sous bonne garde, les autres courent toujours. Ok, j'avance. Le commandant file au cœur de la cité. Les gendarmes contrôlent tous les accès. Soudain, la nouvelle tombe. On fait demi-tour, ok. Le chef des dealers a été aperçu. Il se cacherait dans un de ces bâtiments. Comment ça se passe? On a fait baisser la pression rapidement. L'objectif principal, lui, il a réussi à défoncer une porte à coups de pied dans les immeubles, parce que c'est des fermetures magnétiques. Et il s'est planqué dans un appart. Donc là, on va investir l'immeuble, on va frapper chaque porte pour voir si on n'arrive pas à le déceler en bas. C'est parti les gars, on est bien? La traque commence. Ici, ça se shit. Les gendarmes passent tous les étages au crible et frappent à toutes les portes. Oui, bonjour monsieur, bonjour Henri. On recherche une personne bonjour madame, habillée de noir avec une casquette avec des étoiles, vous savez, les casquettes qui font maintenant sport noir avec des étoiles blanches, vous savez, comment ça vous dirait? Le suspect est introuvable. Pendant ce temps, les maîtres chiens entrent en action. Horus, le berger allemand, a l'odorat bien affûté. Il peut débusquer le moindre gramme de cannabis, même au milieu de ses détritus. Et son flair va payer. Oh. Là, il y a combien à vue de nez, Christophe? Bon, il doit y avoir une dizaine de sachets, donc une quinzaine de grammes, on va dire. 10-15 grammes. Oh, non, je sais pas si 15 grammes de cannabis, une prise modeste. C'est l'équivalent de 250 €. Mais cela confirme que le trafic a bien lieu au sein de ces immeubles. Sur le parvis, un autre gendarme fait le même type de découverte. T'as trouvé quoi? Ok. Il y a quoi? La matière. C'est quoi de la résine? Ouais. Il y en a partout, ils en cachent partout.
Donc maintenant, le but, c'est de les trouver. Donc c'est la chasse au trésor. J'espère. Les gendarmes accumulent les preuves. Et ils ont désormais une piste intéressante. Sur ce parking, ils viennent de localiser la voiture du principal suspect. Un utilitaire. Car en plus de son trafic, l'individu est ouvrier dans le bâtiment. Ça, c'est la voiture d'un des gars qu'on surveille, mais c'est bizarre. Si sa voiture-là, c'est qu'il est là. Elle est immédiatement fouillée. Regarde entre le siège, ça va. Ils ne trouvent rien, mais au même moment, un peu plus loin, d'autres gendarmes tombent sur l'individu qui était en train de partir discrètement. Non, je travaille. Vous voyez pas que je travaille, je suis en plein de travail. Vous mettez un trafic de stupéfiants, je suis pas un dealer, moi. Placé en garde à vue, il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour trafic de drogue. L'opération Roi des Stupes est un succès pour la brigade de Daumont. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les gendarmes du Val d'Oise, au nord de Paris. Entre petites villes tranquilles et cités sensibles. Ils surveillent un secteur qui englobe notamment Montmorency, Louvre et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Un secteur où les cargaisons en transit font l'objet de nombreux vols. Une zone de passage propice au trafic. Allez, on prend l'escalier. Exceptionnellement, les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, nous ont ouvert leurs portes. Ils sont chargés de toutes les arrestations musclées. Allô? Des missions parfois dangereuses. Main sur la tête, les gars. Bouge pas, baisse la tête. Sébastien va d'ailleurs en faire les frais. Ils ont réussi à faire sauter et à mettre à jour le Kevlar. Pour donner une idée, voilà le type de projectile qu'on a pris. Martial, lui, est un enquêteur chevronné capable d'apaiser les situations tendues. On se détend. On va se détendre un petit peu. Bah nous c'est bon, carton plein. Lambert. Enfin, Axel est habitué à organiser les arrestations périlleuses. Je me mets ici en face avec, pas de bruit, pas de machin. Si jamais ça sort, interpellation. Vol, caillassage, trafic de drogue, immersion avec les gendarmes de Montmorency. Dans le Val d'Oise, les vols de portables gangrènent des zones pavillonnaires, jusqu'à présent épargnées par la délinquance. C'est ce qui préoccupe la brigade de Montmorency. Staff, ok. Bon bah écoute, on est pas mal. Martial et Christophe s'occupent d'un dossier de vol avec violence. Depuis plusieurs semaines, une bande s'attaque à des jeunes. Ces agressions ont lieu à la sortie des collèges et des lycées. En l'espace d'une semaine, on en est à 7 faits, 7 vols violences. Donc les jeunes sont frappés et on leur dérobe leur téléphone. C'est toujours le même mode opératoire, donc c'est toujours le même véhicule avec lequel ils commettent leurs méfaits. Donc ils arrivent à proximité des jeunes qui sont la plupart du temps en train de téléphoner. Et là, donc c'est une gifle, une balayette, des coups, et puis ils dérobent le téléphone et ils partent aussitôt. Les deux enquêteurs ont reçu de nombreuses plaintes de victimes traumatisées. Et pour retrouver les agresseurs, ils ont analysé les vidéos de surveillance. On voit très bien leur manège. On a d'abord une première phase de reconnaissance. On les voit passer clairement, de toute façon. Là, on le voit à chaque fois il y a toujours le A, etc. sur le véhicule. De toute façon. Ouais, c'est un élément déterminant, ça. À bord de ce véhicule, les voleurs repèrent leurs victimes, puis ils se garent à chaque fois au plus près de leur cible. Le vol s'effectue alors en quelques secondes. Tu vois, t'as déjà un individu qui sort côté conducteur. On voit la personne, ouais, mais au fond, par exemple, pour déterminer, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, c'est rapide. Hein. Donc là, il lui demande une première fois s'il peut utiliser son téléphone, machin, etc. Enfin, c'est comme ça qu'elle le décrit dans son audition, en tout cas. Ouais. Et puis après, c'est là que la gifle part, le coup part, et puis il se saisit du téléphone à la foulée. Tu vois, ouais, ça y est, rapide, c'est ouais, fait. ça y est, il repart. Et là, il remonte du coup, il y a quelqu'un qui a dû prendre le volant, je pense. Et il reprend côté passager. Parce qu'il y a à peine monté que le véhicule repart. Tu vois, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour l'instant, impossible d'établir l'identité des malfaiteurs. Alors les enquêteurs vont se pencher sur cette autre caméra.
On a tout simplement sur les images le véhicule, donc la marque, le type, l'immatriculation. On parvient même à distinguer donc, le conducteur, le passager avant et les tenues vestimentaires. Donc ça nous fait gagner un temps considérable. Reste à interroger le SIV, le fichier des immatriculations pour identifier la voiture et son propriétaire. Et voilà, Opel Corsa, gris foncé, il n'y a pas de souci, on est carré. On a notre véhicule et notre nouveau propriétaire. Ouais. Les deux enquêteurs consultent ensuite le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Une autre base de données qui leur permet de savoir si un individu est fiché. Et bingo, le conducteur est une vieille connaissance de Christophe. Il a déjà été interpellé d'ailleurs avec un individu qui demeure sur la commune de Louvres, que j'ai déjà eu le plaisir d'avoir en garde à vue d'ailleurs, quand je travaillais à Louvres, dont la description peut correspondre parfaitement à celle qui nous a été faite par certaines des victimes. Les gendarmes diffusent alors le signalement de la voiture. Christophe et Martial ont maintenant assez d'éléments pour passer aux interpellations. Et ils espèrent bien que les présumés voleurs ne vont pas faire disparaître leur voiture. Une pièce à conviction encombrante dont les délinquants se débarrassent de plus en plus. À Roissy en France, ce soir-là, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie est appelé sur un feu de véhicule. Laurent prend la tête des opérations. Il pense immédiatement au signalement de la voiture recherchée par Martial et Christophe. On n'a pas d'extincteur, on peut pas. Ben, fausse explosion, les gars. Vous restez à distance. En s'approchant, il s'aperçoit qu'il s'agit d'un tout autre dossier. Pas la 3 qui a été piquée hier ou avant-hier, ça bah là, tu vois, j'ai même l'impression que c'est une série 1, ça. Donc c'est toutes les voitures qu'on a en ce moment-là qui sont volées. Si c'est série 1, donc c'est volé, grand moteur, bon moteur. Et puis ça sert à faire des petits braquages, etc. Et puis après, bah, il brûle. Il brûle, comme ça, il n'y a pas de traces ADN, etc. Comme d'hab, quoi. De toute façon, avec malheureusement toutes les séries télé, à chaque fois, ils voient ce qu'il faut faire. Bon, déjà, il n'y a personne dedans. C'est déjà bien. Dans le coffre, il n'y a personne non plus. Les pompiers arrivent et se chargent d'éteindre l'incendie. Laurent réalise alors qu'il lui reste très peu d'éléments pour identifier ce véhicule. Visu sur une plaque ou pas? Non, il n'y avait pas de plaque. Il n'y avait pas de plaque. Non, ils les ont retirés pour une fois. Pour une fois, ils ont été intelligents. C'est quoi, Laurent? Je cherche le numéro d'identification du châssis ou quoi, pour être sûr de ce qu'on a trouvé, quoi. Un peu plus tard, cette BMW sera effectivement identifiée comme volée. Mais aucun rapprochement avec une autre affaire connue n'a pu être fait. À 10 km de l'incendie, la brigade de Daumont s'apprête à vivre une nuit stressante. Matteo et ses coéquipiers vont patrouiller dans une cité sensible, à 4 km de là. Il s'agit d'occuper le terrain pour ne pas le laisser aux dealers. Si tu veux du stup, ce genre de choses, ouais, on sait très bien où aller. C'est toujours au même point. Et après, la nuit, c'est sombre, ça dissimule, donc il y a plein de trucs qui sont faits. À leur arrivée dans la cité, leur voiture est prise pour cible. J'ai cru entendre un caillou tomber. Des pierres s'abattent sur eux. Ces attaques sont courantes. Il s'agit d'éloigner les forces de l'ordre des zones de trafic. Mais Matteo et ses coéquipiers ne se laissent pas faire. Ils cherchent leurs agresseurs. Donc ça se passe souvent comme ça, ils sont là, ils vous attirent et après ils partent en courant. Par contre, une fois qu'ils sont devant toi, ils font plus les malins, tu vois. Ils ont choisi, ils ont 15, 16, 17 max. La situation devient tendue et peut très vite dégénérer. Voilà ce qu'ils prennent pour nous caillasser. Ce genre de projectile peut s'avérer très dangereux et causer un traumatisme crânien. L'équipe aperçoit alors un groupe de jeunes au pied d'un immeuble. Ce sont peut-être les auteurs de cette attaque. Les gars, c'est vous qui caillassez ou quoi? Chef, est-ce que vous avez caillassé nous? Ah, ça a caillassé? C'est très bien que ça a caillassé. Tu les as entendus partir dans tous les chez moi, là, je cherchais... D'accord, t'as pas entendu gueuler et tout? Non. Ok, vous avez une pièce d'identité à nous présenter? J'ai dit quoi? On va pas aller déranger ta mère pour ça. Dites bien à vos potes,
ceux qui caillassent, ceux qui sont dehors là. Celui que j'attrape, il va s'en souvenir, juste ça. Bonne soirée. Matteo est bien décidé à mettre la main sur ses lanceurs de pierres. Et pour y parvenir, il appelle du renfort. Ouais, de patrouille de Mont. Est-ce qu'il y a des renforts disponibles? Là, on est pris à partie par des jeunes au niveau de la place Vauban, sur la commune de Bouffay-Montcoin, au moins un équipage de 3. 2 équipages de 3, ce serait bien. Parce qu'ils sont une vingtaine en face quand même. Pendant que Matteo et ses coéquipiers passent la cité au crible, les renforts arrivent. Yo les gars, ils ont commencé à être hostiles parce que, vous savez, à cet endroit-là, il y a beaucoup de stupes. Ils font beaucoup de trafic. Casque, gilet pare-balles, ils ne prennent aucun risque. Alors, les consignes de la capitaine, donc c'est patrouille pédestre avec appui véhicule. Si ça devient vraiment trop hostile, bah là, retrait du percuteur, on se rejoint à la brigade, on augmente les effectifs et là, on va les taper à plusieurs. Et normalement, les mecs devraient se mettre à courir juste à notre vue, à insulter, caillasser. Donc faites gaffe aux têtes. Et si ça outrage et caillasse, on interpelle et puis on ramène à la brigade. Les gendarmes se déploient alors dans toute la cité. Les 12 hommes traquent une bande de jeunes très mobiles, susceptibles d'être dangereuses. Ils ont pris quelle direction de fuite? En fait, ils ont pris juste un centre social, t'as le psy qui est arrivé. Et en fait, ils sont partis, mais impossible de les reprendre, quoi. La cité est devenue étonnamment calme. Ben, comme tu as vu tout à l'heure, les gars, ils étaient tous présents, caillassés. Et un quart d'heure après, il n'y a plus personne. C'est le jeu du chat à la souris. On va dire, ils titillent de loin et après, dès qu'on commence à arriver vers eux, ils se barrent. 1 heure après le début de l'intervention, les gendarmes font chou blanc. Aucune arrestation, mais Matteo ne lâche pas prise et il a une idée pour retrouver ses agresseurs. De toute façon, avec les caméras sur la zone, on va pouvoir en identifier certains. Pas tous, mais certains. Et c'est des gars bien connus, on a déjà reconnu des têtes déjà. Donc on ne se fait pas de soucis là-dessus. Le lendemain, à la brigade de Domont, Matteo a obtenu les vidéos des caméras postées aux entrées de la cité. Elles ont filmé la veille pendant qu'il intervenait. Et il va vite reconnaître ses agresseurs. On va dire les principaux meneurs du caillassage, c'est lui et le gars là qui est avec le haut de survêt blanc. Donc voilà, là on voit le groupe qui a commencé à nous caillasser qui se transporte sur notre position. Il traverse la place Vauban et comme je te dis, donc tu as celui qui avait la veste blanche et le bas noir, qui était un des principaux auteurs du caillassage, et son pote qui est avec le survêtement gris là sur le côté. Voilà. Avec ces éléments, il peut maintenant matérialiser le délit et va pouvoir passer à la phase d'interpellation. Mais ce n'est pas le seul dossier de ce type dans la région. En fait, dans ce coin de France en apparence tranquille, les cités sont devenues de nouvelles zones de danger pour les forces de l'ordre. Le lendemain matin, les gendarmes sont tous mobilisés par un événement qui a touché un des leurs. Sébastien, un homme du PSIC de Roissy, a été la cible d'un violent caillassage. Il patrouillait dans cette cité à Fos, à quelques kilomètres de Montmorency, quand il est tombé dans un guet-apens. On s'est fait bloquer, donc imagine-toi les jeunes ici qui nous bloquent, et le véhicule bloqué exactement ici, à cette position-là. Donc c'est arrivé d'en bas, c'est arrivé de derrière. Quand tu vois la configuration du terrain, c'est vraiment l'endroit idéal pour embusquer. De retour à la brigade, Sébastien nous montre l'état de son casque. Ça, c'est pour te donner une idée un peu du déchaînement de violence qu'on a pris, la pluie de cailloux. Tu vois, ils ont réussi à faire sauter et à mettre à jour le Kevlar. Donc, pour te donner une idée, voilà le type de projectile qu'on a pris. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas volonté à faire très mal. Les chocs ont été violents sur le casque. Ça m'a envoyé à l'hôpital. C'est quel genre de blessure? Simple trauma. Le casque a quand même été très très efficace. J'ai commencé à prendre les premiers chocs dès le départ. Et je m'en serais bien passé. Les hommes du PSIC décident de frapper un grand coup. L'interpellation des auteurs de cette agression est programmée le lendemain matin.
C'est Axel, le patron de l'unité, qui prend en charge l'opération. Il a identifié 3 suspects. Suite aux investigations effectuées par la brigade, 2 individus sont formellement reconnus par les militaires du PSIG et les écoutes téléphoniques permettent d'identifier un 3e auteur. Donc ce matin, nous allons interpeller 3 individus. L'objectif prioritaire, ici présent, c'est l'objectif qu'on va taper en premier. Donc dispositif lourd de personnel à chaque extrémité du bâtiment parce que je ne veux pas qu'on soit emmerdé pendant la perquisition et pendant l'interpellation. L'individu est susceptible de s'échapper par les balcons. L'environnement, forcément, il est défavorable. Ici, suite au caillassage, à 7 heures, l'activité peut commencer à reprendre. Il sera plutôt favorable sur les 2 autres pavillons. En l'état actuel des choses, concernant l'usage des armes, ce sera la légitime défense. Allez, go! Ok, c'est parti! La colonne formée par les PSIG de Roissy et de Domont se met en place pour interpeller les 3 suspects. Il est 6 heures du matin. C'est aussi une volonté de nos chefs de marquer un petit peu les esprits concernant les violences envers les forces de l'ordre. Mettre du bleu et d'aller en force, ça a toujours un impact vis-à-vis de la population. Ok les gars, allez tout de suite, je vais vous voir ici. C'est ok. Ok, tu mets en place ton dispositif. Ils sont plus d'une douzaine à intervenir pour arrêter le premier suspect. Ouvre la porte! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Dépêche-toi, on casse! Allez, il est où? Derrière. Il est où? Vous inquiétez pas, monsieur. On est venu que pour une seule personne. Asseyez-vous. C'est dangereux sur toi. Pour les Oscars, target interpellé. Ah, c'est reçu. Pour les objectifs Bravo et Alpha, on se met en place dans les véhicules, prêts à partir. Le premier individu est menotté. Plusieurs hommes partent renforcer l'équipe qui doit interpeller le 2e suspect. Cette fois, il habite dans un pavillon. Les gendarmes sont à cran. Ils craignent une réaction violente. Ouvre la porte, on casse! Ah, c'est pourquoi? Vas-y, ouvre! Ouvre! Ça va partir en couille. Allez, ouvre! Ok les gars, ça va, il est où? Malgré la crainte des gendarmes, l'individu n'oppose aucune résistance. Rapidement interpellé, il est conduit à la brigade de Fosse. Au total, en une matinée, 3 interpellations. Pour les 2 brigades, celles de Domont et de Roissy, tout s'est passé comme prévu. On a bien bossé. On a bien bossé. Moi, ça me plaît, moi. Je suis super content. À l'intérieur, après le relevé des empreintes, les auditions des 3 suspects commencent. Sébastien intervient alors pour faire face à ses agresseurs. Moi d'abord? Ouais, si tu veux, c'est parti. Et obtenir leurs aveux. Après 1 heure de confrontation, Sébastien ressort déçu. Comme prévu, c'est pas eux, ils étaient pas là. Un seul sur les 3 confirme sa présence, il nous a filmé, mais c'est tout ce qu'il confirme, voilà. Il est courageux. Si pour le moment les gendarmes n'obtiennent aucun aveu, en revanche il y a un élément qui les inquiète. Ils ont retrouvé une arme au pied de l'immeuble de l'un des suspects. C'est une arme à feu. Une arme à feu, c'est pas anodin. S'il détient une arme à feu, c'est pas par hasard. Ça reste un 22 long rifle. Mais une 22 long rifle comme ça peut traverser un gilet pare-balles que la gendarmerie détient. Il y a un gros trafic d'armes dans les cités du 93-95. Toutes les cités de la région parisienne, ils ont leur petite filière interne d'armes, que ce soit du petit calibre 22 long rifle comme ça ou jusqu'à l'arme de guerre. Ils s'en produisent sans difficulté. Il suffit d'avoir l'argent. L'argent du stupéfiant la vente de stupéfiants mène à l'argent, l'argent mène aux armes. Ils protègent leurs biens et ça monte au braquage derrière. Ça, c'est une arme qui est destinée ou à la défense du stupéfiant ou éventuellement dans des gros VTU tirés sur les forces de l'ordre. L'enquête ne montrera pas de lien direct entre le suspect et cette arme. Un des 3 individus sera condamné à 1 an de prison ferme pour violence contre les forces de l'ordre. Les 2 autres
ont écopé de 8 mois avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve. Pour les 2 unités de gendarmerie, cette opération commune est une première qui a prouvé son efficacité. On sera de toute façon, je pense, appelé à en faire de plus en plus, des comme ça. C'est un petit peu l'objectif qu'on a avec le commandant Blum et puis le major, d'essayer de fusionner de plus en plus nos 2 unités pour faire des interpellations de ce genre-là, où on est super nombreux et c'est l'union qui fait la force. Quelques jours plus tard, l'affaire de vol de téléphone portable devant les collèges et lycées est sur le point d'aboutir. Martial et ses collègues de la brigade de recherche se sont donné rendez-vous à la gendarmerie de Domont. Objectif, arrêter 3 suspects. Pour cela, ils ont obtenu des renforts, l'unité cynophile et le psych de Montmorency. C'est 3 individus qui sont connus, violents forcément, mais pas très courageux. D'où les victimes, il y a quelques mineurs. Et puis c'est toujours des victimes, soit des filles ou des gars pas très tankés. Chez eux, vu le temps relativement court pour les stopper, on n'a pas déterminé s'il y avait une fratrie, s'il y avait des chiens et s'il y a une dangerosité particulière par rapport au domicile. Problème, les gendarmes n'ont pas eu le temps d'effectuer une reconnaissance des lieux. Et comme les suspects sont potentiellement violents, ils s'équipent en conséquence. Pistolet, casque de protection, gilet pare-balles, ils sont une vingtaine à intervenir. À peine arrivé, l'Opel Corsa des suspects identifiés dans les vidéosurveillances est repéré. Martial est soulagé. Ouais. C'est celle-là. Impeccable. On va attendre de faire une perquisition et ensuite on la fera enlever. Le peloton se met en position en attendant 6 heures. L'heure légale pour passer à l'action. 6h10. L'opération peut commencer. Mais sur le palier du premier suspect, il y a un imprévu. Face à eux, 2 portes au lieu d'une. C'est bon? Il n'y a pas de numéro de porte. Il n'y a pas le numéro de la porte. Pour ne pas faire d'erreur, Martial décide d'envoyer quelqu'un sonner à l'interphone. Ah, il va sonner en bas. C'est bon. L'appartement enfin identifié, le PSIG entre en action. Gendarmerie. Ouvrez. Ça rentre. Ça rentre. Le suspect est facilement maîtrisé. Il n'oppose aucune résistance. Pendant qu'il est fouillé, Martial essaye de rassurer sa mère. Bonjour madame, je suis le major de brigade des recherches de Montmorency. Je vais vous expliquer un petit peu la raison pour laquelle on est là. Donc votre fils est interpellé ce matin pour répondre de 7 vols. 7 vols avec violence, commis sur les communes de Fos et de Louvre. Donc apparemment il connaît bien Louvre. Oui, il habite oui. son père. Voilà, c'est pour ça, c'est la raison. C'est vous qui l'avez ramené? Ah non, il était pas là? Enfin, moi, bah si, c'est lui qui a ouvert. Ah ouais? Ouais, vous saviez même pas qu'il est rentré cette nuit sans doute. À mon avis, oui. 5 heures, De la chance. Bon bah voilà, vous avez des questions à me poser ou? Faites votre travail. Voilà, on va essayer. Ok. Bon, allez, on va aller notifier celle-là. Donc, monsieur, on reprend. Hein. On est bien d'accord que famille avisée sur place, pas de médecin, pas d'avocat, d'accord? C'est bon? C'est bon, faut que tu y On bascule? Allez, c'est parti. L'Opel qui servait à commettre les vols est saisi. Au même instant, Martial est appelé par l'équipage en charge d'arrêter le 2e suspect. Ouais, apparemment ça bouge, donc est-ce qu'il a été averti, je ne sais comment. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas le louper. Les 2 individus sont voisins. Martial file au plus vite. Pas une minute à perdre pour éviter que le suspect ne s'échappe. C'est ici, là. Allez, hop. Il est en place. Gendarmerie, ouvrez la porte. C'est la gendarmerie, monsieur, vous ouvrez la porte. C'est le père du suspect qui ouvre, un peu hébété.
Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il a fait des bêtises, votre fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des vols. Il a fait des vols. À l'étage, les gendarmes tombent sur le présumé voleur qui n'a pas eu le temps de fuir. C'est confirmé, c'est lui? C'est bon, c'est bon. Il est immédiatement interpellé. Seulement, toute la famille est réveillée, soit plus de 12 personnes. La tension monte. On se détend. Je vais vous expliquer, monsieur. On va se détendre un petit peu. Il ne ferait rien de tout, c'est un innocent, ce petit monsieur. Ouais. Pour calmer la famille, Martial fait venir le père dans le salon, là où son fils est en train de se faire notifier ses droits. On ne s'attendait pas à autant de monde. Donc les autres éléments du PSIG se permettent de garder à distance les autres membres de la famille, parce que là, ça peut dégénérer très très rapidement. Alors la suite, ça va être la perquisition. Là, ça va être très, très dur de déterminer à qui appartiennent les affaires. Après, je ne pense pas qu'ils coopèrent au point de nous dire, voilà, ça c'est ma chambre, je dors ici, et voilà, les objets que vous trouvez sont là, par exemple. Non, je pense que là, il y a problème. On va monter dans la chambre. La perquisition débute. Martial veut retrouver un maximum de preuves. Il doit faire vite pour éviter tout débordement. Je les sens chaud, là. C'est où sa chambre? C'est à vous, monsieur, ça? Non, Sous le lit du suspect, Martial découvre ce qu'il cherchait. Un premier téléphone volé, un deuxième et enfin un troisième. En quelques minutes, 3 appareils sont saisis. Le suspect peut maintenant être conduit à la brigade où il sera entendu. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Allez, on choisit pas les chaussures non plus. Tu prends je tire, là. Allez, c'est parti. Bah, nous, c'est bon, carton plein, on a A et B. Les objectifs sont atteints. Et je voulais savoir si c'était bon, Charlie? C'est bon aussi? Interpellé? Bah, impeccable. On prend les croissants en retour. Les 3 suspects ont tous été interpellés sans opposer de résistance. À la gendarmerie de Montmorency, Martial et ses collègues font retomber la pression autour d'un petit déjeuner. Car ils le savent, malgré des preuves accablantes, obtenir des aveux n'est jamais facile. Quelques heures plus tard, les hommes du PSIC de Roissy se retrouvent eux aussi, mais cette fois en civil. Oui, ça se bisouille. Ça va? L'arrestation des agresseurs de Sébastien a soulagé tous les hommes de cette unité. Je t'ai pas dit jus de fruits, j'ai dit bière, coca. Coca, ouais. Tous sont logés ici. Et c'est le patron du PSIG, le major Axel, qui aujourd'hui les réunit autour d'un déjeuner. C'est pour ça qu'on prend un major, pour faire le barbecue. C'est pas mal. C'est riche, la gendarmerie. C'est des moments qui sont importants pour resserrer le groupe. Et on est tous très soudés. Ouais. Le plus important pour nous, le nerf de la guerre, c'est le moral des troupes. Donc il est important pour nous de faire en sorte que nos gars aillent bien. Mais ce moment de convivialité est de courte durée. Le lendemain, tenue d'intervention obligatoire. Depuis les attentats de 2015, le terrorisme est dans tous les esprits. Les gendarmes redoutent même des attaques dans les centres commerciaux du Val d'Oise. Du coup, 2 fois par an, ils se livrent à un exercice d'alerte. Donc il est 7h30. Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis le major Tic, commandant le PSIC de Roissy en France. Ce matin, on se retrouve pour simuler un exercice de tuerie planifiée. L'exercice se déroule à l'intérieur d'un centre commercial. Pour jouer le rôle des terroristes et des victimes, une quarantaine de figurants. Les hommes du PSIG ont pour mission de les sauver et de neutraliser leurs agresseurs. Une brigade de pompiers est elle aussi mobilisée. Mission pour toi, c'est tu vas être dans les couloirs, Ouais. d'accord? Ok. Tu flingues, tu harangues, tu te planques, tu cours et tu vas te faire déglinguer en premier. Ok, d'accord. Tous les rôles sont distribués, l'exercice peut commencer. Ici, patrouille Roissy à toute unité. Je demande l'intervention de toute unité à proximité. Les gendarmes doivent neutraliser le plus vite possible les terroristes et protéger les civils. On nous signale 3 terroristes, un porteur d'un gilet explosif, un porteur d'une arme longue. Il y a un blessé là-bas. Et un autre qui se serait retranché.
reçu. En cas d'attentat, les hommes du PSIC seraient bel et bien les premiers à intervenir, avant même l'arrivée du GIGN. Non, non, à droite, à droite, à droite. Romain, à droite. Putain, reste avec lui. Allez, compte rendu ici, là. Compte rendu ici. Les gendarmes découvrent les premières victimes. Ils doivent absolument les mettre en sécurité. Voilà, vous êtes blessé où, monsieur? La jambe. Ok, niveau de la fémorale. Axel surveille le comportement de ces hommes. Ils arrivent maintenant devant une boutique où un terroriste est retranché avec une ceinture explosive et une dizaine d'otages. Ici, Papa 41, au niveau du patio, donc sommes face à une pièce avec des otages et un terroriste à l'intérieur. On fixe. Ils fixent les lieux, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas en force pour éviter un bain de sang. Le major impose alors une petite variante au scénario pour juger la réactivité de ces hommes. Ok, le mec, il a tiré une salve, là, tu tombes par terre. T'es par terre. Allez, hop. Il a tiré à travers la porte. Regarde, non. Le PSIC doit maintenant gérer la mise en sécurité de l'un des leurs, tout en continuant leur action pour arrêter l'assaillant. Mais très vite, face à la puissance de feu des gendarmes, le terroriste se rend. Il est menotté, et une fois les lieux sécurisés, les pompiers entrent en action pour sauver les blessés. L'exercice est terminé. Du côté des civils fictifs, aucun mort. Quant aux faux terroristes, ils ont été neutralisés en 1 heure. J'ai vu des très belles choses. Pas mal de communication dans les cellules. Très bien vu le fait de geler complètement la zone où il y avait le mec avec la ceinture d'explos. Pourquoi? Parce que la zone, tant qu'elle n'a pas été sécurisée par un démineur, ça reste une zone qui est dangereuse. Merci pour votre participation, votre engagement. Si les gendarmes se préparent à faire face à tout nouvel attentat, l'émission de routine, elle, continue. Le soir même, Sébastien et ses coéquipiers partent en patrouille. Il est 1 h du matin. Ils croisent 2 véhicules arrêtés au milieu de la chaussée. Ils veulent les contrôler. Manouche à droite. Ouais, stationné à droite, les 2 véhicules. Stationné à droite. Soudain, les 2 voitures démarrent en trombe. La tension monte. Une course-poursuite s'engage. Les gendarmes réussissent à rattraper l'un des 2 véhicules. Main sur la tête, main sur la tête. Main sur la tête, les gars. Sors le conducteur. Baisse la tête, toi. Passager, baisse la tête. Mets tes mains sur la tête. Les gendarmes se méfient du conducteur et de son passager. Il pourrait être armé. Mais notez pour moi. Bon, je suis passager, y'a rien. Franchement, Il y a quelque chose de dangereux dans la voiture? Non, franchement, y'a rien. C'est parce qu'il était bourré, les peurs. Les 2 individus sont menottés, mais les occupants de l'autre véhicule, eux, ont pris la fuite. C'était qui les mecs dans la Golf? C'était qui les gars? C'est un gars, je sais pas, il s'est arrêté, on parle avec lui. Cette explication n'a pas l'air de convaincre les hommes du PSIG. Ils ont eu le temps de relever la plaque d'immatriculation du véhicule en fuite. Du coup, ils appellent le central pour une vérification. Ouais, ok, bah c'est peut-être faussement plaqué alors. C'est peut-être la raison pour laquelle le véhicule est parti. En fait, la plaque d'immatriculation ne correspond pas au véhicule. Dans le jargon policier, on appelle cela une doublette, c'est-à-dire de fausses plaques, souvent utilisées par les malfaiteurs. Sébastien, pendant ce temps-là, commence les tests d'alcoolémie du conducteur qu'ils ont arrêté. Vous avez bu quoi? Vodka? Vous allez prendre une grande aspiration et vous allez souffler longtemps là-dedans. Encore, toujours. Nickel, merci. Ok. Positif alco, Nono. C'est pas une surprise, hein? Le passager, lui, va regagner son domicile par ses propres moyens. Très bien. Donc le monsieur, lui, va être laissé libre parce que c'est le passager, on n'a rien à lui reprocher. Par contre, le conducteur, lui, on va l'emmener pour le refus d'obtempérer et pour alcoolémie. Le conducteur est conduit à la brigade. À son arrivée, les gendarmes lui font repasser un test avec l'éthylomètre. Allez, on va mesurer le taux que vous avez, quand vous voulez. Encore. Voilà. On va recommencer, faut souffler d'un seul coup, longtemps. L'homme n'y arrive pas. Sébastien garde son calme malgré les maladresses du conducteur. Mais au bout de 10 minutes, il passe la main à un collègue.
Allez, encore. Ah bah non, trop tôt. D'accord. Les gendarmes ne pourront jamais déterminer son taux d'alcoolémie. Il passera le reste de la nuit en cellule de dégrisement et écopera d'un retrait de permis. Quant au deuxième véhicule, il n'a jamais été retrouvé. Le lendemain, à la brigade de Montmorency, où sont retenus les 3 présumés voleurs de téléphones portables, les auditions commencent. Début d'audition, donc 8h45. Les enquêteurs les entendent séparément pour un vol en bande organisée avec violence. Ils n'ont que 24 heures pour obtenir des aveux. Pas une minute de plus. Et d'emblée, cela s'annonce mal. Le suspect numéro 1 nie tout en bloc. Les 9 victimes sont formelles et te reconnaissent formellement comme étant une des personnes qui les a agressées. D'accord? Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Qui me disent que les victimes disent pas un truc bidon aussi. Il y a 9 victimes, enfin 8 victimes ou 9 victimes qui me disent la même chose. J'ai quand même plus tendance à les croire que toi qui me dis bah ouais, tout le monde peut copier ma plaque et puis on a le même modèle et puis le téléphone il est pas moi, puis la veste, bah tout le monde s'habille pareil. Ouais, ils peuvent tous mentir et moi j'ai raison. Il y a un moment, je vais perdre patience. L'individu tient tête à l'enquêteur. Dans le bureau d'à côté, le suspect numéro 2 adopte la même stratégie. Alors les gendarmes mettent en avant les témoignages des victimes. Ok, donc sur 27 individus, c'est vous qu'elle reconnaît. Donc comment vous expliquez ça? C'est pas moi, j'étais pas dedans, on s'est trompé. J'étais pas là. Le gendarme va alors essayer de déstabiliser le jeune homme. Vous foutez de notre gueule, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je me réveille. Il y a un problème, monsieur. Dès 15h30. Non, c'est du foutage de gueule. Je me réveille dès 15h30 pour demander à toute ma famille. Je me réveille dès 15h30. Je mange, je regarde la télé, je sors. Tous les jours, c'est comme ça. Vous êtes en train de mentir, vous cachez quelque chose. Je ne cache rien du tout. Les 7 faits, j'étais pas là. Mais moi, je sais pas, je l'ai pas frappé, j'ai rien fait. Vous avez rien fait, vous avez rien vu, vous connaissez personne. Le suspect numéro 3, lui aussi, refuse d'endosser la moindre responsabilité. Est-ce que toi, une fois, tu as arraché un téléphone des mains d'une victime? Non, jamais. Mais je voulais. Et t'es présent? C'est bizarre. Cela fait maintenant 5 heures que les 3 suspects sont entendus. Et toujours aucun aveu. Les policiers sont inquiets. Le suspect numéro 1 répond de moins en moins aux questions. Ça va être long, hein, si ça commence comme ça. C'est pas grave. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. Les 24 premières heures, ou en tout cas les 12 premières heures, sont souvent des récits un petit peu abracadabrants. Mais bon, on s'y attend, on sait que ça risque de changer, d'évoluer dans quelques temps, lorsqu'on va passer à la vitesse supérieure, en mettant encore devant les yeux d'autres preuves que l'on a. Et effectivement, face aux preuves accablantes, le suspect numéro 1 commence à craquer. Donc toi, on est d'accord que toi, tu y as participé. Ça, là-dessus, pas de souci. D'accord. À quelques mètres de là, le suspect numéro 3 reconnaît lui aussi son implication. En tout cas, à minima. T'as rien vu? T'as vu que les téléphones, quoi. J'ai vu un téléphone de Samsung. 3 heures plus tard, le suspect numéro 1 fait un pas de plus. Il avoue les vols. C'est quoi qui était visé, alors, comme petit téléphone? Mais quoi? Le dernier, plus récent. Mais il nie toute forme de violence. Il y a eu des vols, c'était direct. Il n'y avait pas de coups, voilà. C'est logique. Des petits gamins, tu vois trois grands qui arrivent. Où ça sert de le frapper? Le petit, il est direct, il a peur. T'as pas besoin de le frapper. Enfin, les bleus, ils ont pas été inventés, quoi. Moi, je te dis la vérité. Non, tu me dis pas la vérité. Attends, depuis ce matin, tu me balades. Il faut attendre 10 heures pour que tu me files ton numéro de téléphone. Alors que tu vas, tout ce qu'on a trouvé chez toi, voilà, t'es cuit. Enfin, je sais pas si t'as compris, mais t'es cuit. L'enquêteur vient d'ébranler le suspect. Il exploite cette faille pour lui faire reconnaître la violence des vols. Et pour les coups que t'as vus, il y en a combien qui ont été frappés? 1 ou 2 max. 1 ou 2 max. 11 heures après le début des auditions, les gendarmes ont obtenu les aveux des 3 suspects. Mais ils ignorent encore qui est le chef de cette bande. Pour le savoir, ils vont essayer de les diviser. Petite signature, ici. Et attends, tu sais pas ce qu'on était potes, hein? Tu sais pas ce qu'on était potes, hein? Et ça, c'est moi, on a dit ça plus tard. Là, il habite en face de chez moi. Vous aurez peur?
Ils n'ont pas de représailles, tu crois? Ah bon? Quant au nom du chef, pour le moment, le suspect ne lâche rien. Tout porte à croire qu'on s'est pas vraiment trompé sur les personnes, quoi. Il y a bien 3 personnes qui étaient là à chaque fois et qui ont bien procédé aux différents vols et extorsions entre le mois de février et le mois de mars. Ouais. À tout à l'heure. Les individus sont conduits en cellule avant d'être déférés devant un juge. Pendant la nuit, les gendarmes vont obtenir ce qu'ils attendaient, le nom de leur chef. D'être pressé, il a fini par craquer. Information confirmée par le 2e, puis passe par le 3e, et donc on a l'information qui n'aurait pas agi qu'à 3, mais à 4. Le 4e suspect serait donc le chef. Les gendarmes l'ont très vite identifié, car il a déjà un casier judiciaire. Serait le 4e individu qui aurait exercé les vols violences et les extorsions et violences sur les différentes victimes. À partir de là, le travail pour nous, c'est d'aller chercher le 4e. Martial est chargé d'aller l'arrêter. Il faut faire vite, car il doit être entendu avant la fin de garde à vue des 3 autres suspects. Pour être présenté devant un juge, toute la bande doit être identifiée et entendue. Gendarmerie, ouvrez! Mais l'individu n'est pas chez lui. Les enquêteurs vont tenter un coup de poker. Prétextant un simple contrôle de routine, ils vont convoquer le suspect par téléphone. Il devra se rendre à la gendarmerie la plus proche de son domicile. Et il assure vouloir venir. Il ne reste plus que 12 heures pour l'entendre et le présenter devant un juge avec ses présumés complices. Il vient à passe? Ouais, il est à pied, les transports en commun, donc effectivement. Pour 5h30, il sera là. 5h30, ça nous fait 18h à la BR, quoi. 18h BR. Ouais, c'est jouable encore. 18h. Le jeune homme va-t-il réellement venir? Finalement, 15 minutes plus tard, le suspect arrive sans se douter de ce qui l'attend. Donc, je me présente, je suis le major de la brigade des recherches de Montmorency. Donc on vous a convoqué ici suite à des faits de vol en réunion. Donc on a actuellement en garde à vue 3 personnes à Montmorency qui vous ont dénoncé. Donc comme ayant participé avec eux à des faits sur Louvre de vol de portable en l'occurrence. Donc je vais vous expliquer tout ça. En l'occurrence, en ce qui vous concerne, vous êtes placé en garde à vue à compter de maintenant. Donc il est 17h20. Donc vous êtes placé en garde à vue. Le jeune homme est sous le choc. Il se dit totalement surpris par les accusations. Ça, c'est les faits qui vous sont reprochés. Et c'est quoi en fait tout ça? C'est tout des vols à l'arraché, des vols violences. Des vols à l'arraché? Ouais, des vols violences perpétrés sur Louvre et fausses. Moi, j'ai rien à voir dedans. D'accord, vous expliquerez donc au cours des auditions. Il est immédiatement emmené à la gendarmerie de Montmorency pour y être entendu. Et son audition va durer toute la nuit. Au petit matin, il avoue les faits qui lui sont reprochés. Christophe téléphone immédiatement au substitut du procureur. Bon, je vous embête encore. Ah bah, surtout que j'ai de bonnes nouvelles. Il reconnaît parfaitement toutes les manopes. Il nous décrit les manopes comme nous l'ont décrit les victimes. Donc ça correspond en tout point, il n'y a absolument pas de souci. Le chef de bande présumé a reconnu les faits et impliqué ses 3 complices. Il sera identifié par une des victimes. L'enquête est bouclée. Les 4 individus sont transférés. Bonjour, passez par derrière, à l'arrière. Dès 6 heures, le lendemain matin, direction le tribunal correctionnel de Pontoise pour une comparution immédiate. Du chauffage, mais il faut le temps que ça chauffe, d'accord? Avant que le juge ne décide de leur peine, à leur arrivée, sur ta gauche, ils sont placés chacun dans une cellule. La numéro 4. Et pour l'instant, certains ne semblent manifester aucun regret. Vous pensez que ça va vous servir de leçon et vous allez arrêter après ou comment ça se... Ouais, je vais arrêter, on va dire ça. Après, peut-être je vais continuer d'autres choses. L'argent sale, dans tous les cas, ça fait du mal à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle ça l'argent sale. Pour vous, c'était un business facile finalement? Ouais, c'était facile en fait. C'était quoi? On va dire 30 minutes à Baronde et au final tu prends 300 € d'un coup. Où est-ce que vous les avez vendus? Et qui les a achetés? Je sais plus, c'est sur Paris, n'importe quel coin.
Qui achète ces téléphones? Les receleurs. Et vous les trouvez où ces receleurs? Il y en a partout. Franchement, t'as même pas besoin d'avoir de contact. En attendant leur comparution, les 4 hommes communiquent de cellule en cellule. Ah mais tu sais, si on avait un bon avocat là, depuis le début, ça se trouve, on aurait réussi à trouver un vice de procédure. On aurait pu tous sortir. Mais aucun vice de procédure ne viendra faire capoter l'affaire. 15 h, l'audience commence. Dans la salle des pas perdus, les victimes attendent d'être appelées pour témoigner des violences qu'elles ont subies. Certaines, très jeunes, sont accompagnées de leurs parents. Comment il va aujourd'hui, votre fils? Eh ben, écoutez, c'est un peu compliqué parce qu'il a que 11 ans, quoi. Donc, il veut plus aller à l'école tout seul, il a peur. Donc, je suis obligée tous les jours de trouver quelqu'un pour l'accompagner le matin, le soir. Le soir même, il voulait plus aller à l'école le lendemain. Il a beaucoup pleuré, il a eu très peur. Cette jeune fille, une autre victime, est encore sous le choc. Ils m'ont mis par terre aussi. Et après, j'ai reçu les 2 coups de pied. Aujourd'hui, comment vous allez? Moins traumatisée parce que j'ai ma famille et mes amis qui me soutiennent, mais sinon, toujours la peur de sortir dehors en fait. Toutes les victimes attendent que la justice reconnaisse leur traumatisme et la violence subie lors de ces vols. D'ailleurs, 2 d'entre elles se sont vues prescrire jusqu'à 2 jours d'incapacité. Qu'ils prennent, mais cher, parce que c'est pas normal. Nous, on a mangé, entre guillemets, on a été vraiment traumatisés. Maintenant, c'est à eux de prendre ce qu'ils doivent prendre. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Les 4 individus sont reconnus coupables de vol avec violence en bande organisée. Ils sont condamnés à des peines allant de 6 mois à 3 ans de prison ferme.